C'est bon, j'ai enregistré. Et pour commencer, maintenant un peu comme d'habitude, on va donc faire un count. C'est bon? Je pense que tout le monde est là. Allez, on y va. Alors, bravo. Donc, effectivement, hein, la bonne réponse, c'était la définition qu'on avait vue la semaine dernière et puis déjà la semaine d'avant, hein. C'est bien que le sentier d'expansion, il relie toutes les combinaisons optimales d'input, hein, donc toutes les quantités d'input 1 et d'input 2 qui permettent donc de minimiser les coûts. Alors, on avait dit que ce n'était pas toujours une droite croissante. En fait, ce sera toujours une droite croissante lorsqu'on a affaire à une fonction de production Cobb-Douglas. Donc, dans ce cas-là, oui, c'est une droite croissante. Mais si on n'a pas affaire à une fonction de production Cobb-Douglas, ça peut prendre d'autres formes qu'une droite croissante. Et toujours une droite décroissante? Non, du coup, hein, puisque vous l'avez compris, ça peut prendre des formes différentes, mais de manière générale, ce ne sera jamais décroissant de toute manière, hein, puisque si on reprend, je fais le tableau blanc, hein, l'idée de notre sentier d'expansion, donc lorsqu'on est dans le graphique où on a les deux inputs, donc on a nos isocantes. Et l'idée du sentier d'expansion, hein, c'est qu'on va aller trouver donc les paniers optimaux pour chaque niveau de coût possible. Et donc, donc avec des droits d'iso-coût qui seraient toutes évidemment parallèles aux unes aux autres, hein, qui ont toutes le même coefficient directeur, la même pente. Donc, on va aller relier, vous voyez, toutes les combinaisons optimales sur les différentes isocantes et on voit qu'on a forcément quelque chose, de couleur, on va avoir forcément quelque chose de croissant. Parce que, imaginons qu'on ait quelque chose de décroissant, qu'est-ce que ça voudrait dire? Donc, quelque chose de décroissant, donc, de toute façon, on parle toujours de l'origine, mais imaginons, est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose comme ça? Et non, parce que ça voudrait dire, vous voyez, qu'on aurait des isocantes finalement de plus en plus basses qui utilisent, vous voyez, par exemple, de moins en moins d'input 2 et de plus en plus d'input 1. Et donc, on ne voit pas comment, avec une technologie qui est monotone, donc, si je place d'autres isocantes, il faudrait qu'on ait des cas comme ça où les paniers soient là. Et ça, donc, ce n'est pas possible.
ce n'est pas possible parce que les isoquantes, normalement, elles vont représenter des niveaux d'output de plus en plus grands à mesure qu'on utilise plus de quantité d'input. Donc, par exemple, ça voudrait dire que ici, on va forcément produire plus que là. Or, ici, ce n'est pas ce qu'on aurait. Donc, du coup, ça, on va dire, c'est pas possible. Ce qui fait qu'on a donc un sentier d'expansion qui va être croissant. Le sentier d'expansion, il est nécessairement croissant. Ça ne peut pas être quelque chose de décroissant. Après, ça peut être une droite, ça peut être encore une fois une courbe, mais ce sera quelque chose de croissant. J'ai dû arrêter le partage. Hop, je reviens. OK. On passe à la suivante. Donc là, on se met dans un cas de substitut parfait. Et on cherche donc la combinaison optimale d'input. Alors, du coup, tout le monde a répondu la même chose, mais qui n'était pas la bonne réponse. Puisque ça aurait été la bonne réponse si on n'était pas dans le cas de substitut parfait. Effectivement, là, dans ce qu'on a vu la dernière fois, lorsqu'on a vu des technologies convexes, donc avec des inputs qui sont des substituts imparfaits, qui sont imparfaitement substituables, alors effectivement, la combinaison optimale se situe au point de tangence. Mais à la fin du cours de la dernière fois, ce qu'on avait vu, c'est quand on avait affaire à des substituts parfaits, eh bien, la solution optimale allait se situer sur l'un des axes. Et donc, au croisement entre la droite d'isocoup la plus basse possible et l'une des isoquantes. Donc, je vais vous rappeler un petit peu l'idée ici. Donc, on a des isoquantes qui sont des droites. D'accord? Là, on a des isoquantes, puisque dans le cas des substituts parfaits, vous vous rappelez, on a donc, je vais prendre la forme la plus simple, on a les substituts parfaits qui sont représentés par une fonction de production additive. Et du coup, l'équation de l'isoquante, c'est celle-ci. Donc, on a ici une droite décroissante qui est représentée, qui représente différents niveaux de production donnés. Mais c'est cette équation générale. Et ensuite, on rajoute des droites d'isocoup, donc avec des droites d'isocoup qui n'ont pas forcément la même pente. Et donc, on va être dans... On va avoir ces droites d'isocoup et donc on va rechercher la droite d'isocoup la plus basse qui passe par la
l'isocante qu'on recherche. Donc, on recherche peut-être, je vais enlever donc une des isocantes, je vais enlever les autres et je vais dire, ben voilà, on cherche à se situer sur cette isocante. Quelle droite d'isocoup nous permet d'avoir le coup le plus bas? Eh bien, évidemment, hein, c'est celle-ci. Donc, ça signifie que la combinaison optimale se situe ici, hein, au croisement entre une droite d'isocoup et une isocante. Je reviens sur le slide. D'accord? Donc, du coup, pas de changement. Et dernière question. On a donc une fonction de production qui est 3x1 plus x2. On nous donne des prix et on nous dit que le producteur veut produire y égale 6. Quelle combinaison il va choisir? Alors, c'était assez partagé. Effectivement, il n'y a qu'une personne qui a réussi à trouver. Alors, on va expliquer, hein. Et puis, on va de toute façon repartir là-dessus parce qu'on n'avait pas fini d'expliquer bien cette partie. Donc, c'est normal, hein, si vous n'avez pas tous trouvé puisqu'on n'avait pas terminé vraiment d'expliquer. Alors, donc, je vais reprendre l'énoncé. On nous donnait donc la fonction de production suivante. Et on nous donnait les prix suivants. Et on nous donnait également un niveau de production à atteindre qui est 6. Et on nous demande de trouver la combinaison qui permet de minimiser les coûts. Donc, il y avait 4 possibilités. Il y avait 0, 6, 1, 3, 2, 0. Alors, si je remplace ces combinaisons, donc sachant qu'ici, j'ai du x1 et là du x2, si je remplace ces combinaisons dans la fonction de production, eh bien, effectivement, je vais obtenir 6. Hein, pour les 3 combinaisons, j'obtiens bien 6 unités d'output. Hein, ici, quand je remplace 0,6, j'obtiens 0 plus 6, ça fait 6. Ici, j'obtiens 3 plus 3, ça fait 6. Et ici, j'obtiens 3 fois 2, 6, plus 0, ça fait 6. Mais là, il s'agit de minimiser les coûts. Hein, on cherche à minimiser les coûts. Les coûts, ils sont décrits par P1x1 plus P2x2. Or, ici, hein, quand on regarde avec 0,6, hein, le coût avec 0,6, ça va être 0 fois 2 plus 6 fois 1. Ça, voilà, 2 fois 0 plus 1 fois 6. Et donc ça nous fait un coût de 6. Si maintenant on regarde le coût associé avec 1,3, alors on a 2 fois 1 plus 1 fois 3, ce qui nous fait 2 plus 5, plus 3, 5.
Donc déjà, on voit qu'entre les deux, il vaut mieux produire avec 1,3 qu'avec 0,6. Hein, ce sera moins cher. Et le dernier cas, qui était donc la bonne réponse, vous voyez qu'on obtient 2 fois 2 plus 1 fois 0 égale 4. Donc, c'était effectivement avec cette combinaison qu'on pouvait obtenir le coût le plus bas. Un coût de 4, alors qu'avec les autres, vous avez un coût de 5 ou un coût de 6. Et ça me permet de faire la transition avec le cours. Et on était justement, on s'était arrêté là-dessus la semaine, enfin pas la semaine dernière, c'était mardi. Mardi, on avait dit qu'on allait utiliser l'input qui est relativement le moins cher. Donc, vous voyez ici, entre les deux inputs, l'input 1 est plus cher que l'input 2. Pourtant, c'est bien celui-là qu'on va utiliser. Pourquoi? Parce que quand on regarde la technologie, eh bien, on se rend compte que l'input 1, qui est parfaitement substituable avec l'input 2, est 3 fois plus efficace, en quelque sorte. Il est 3 fois plus efficace. Avec une unité, on produit 3 unités d'output, alors qu'avec une unité d'input 2, on ne produit qu'une seule unité d'output. Donc, j'ai mon input 1 qui est 3 fois plus efficace que mon input 2. Et donc, même s'il coûte plus cher, vous le voyez, ça va être plus intéressant, moins cher d'utiliser cet input 1 parce qu'il est certes 2 fois plus cher, mais il est surtout 3 fois plus efficace. Et donc, ce qu'il faut regarder, ce qu'il est important de comparer, c'est, je vous le disais, les prix relatifs entre P1 sur A et P2 sur B. Et donc, dans l'exemple, si on avait posé cette comparaison entre P1 sur A et P2 sur B, ici, donc, on avait P1 qui était égal à 2, P2 qui était égal à 1, A qui était égal à 3 et B qui était égal à 1. Donc, on a 2 tiers versus 1. Donc, effectivement, 2 tiers est plus petit que 1 sur 1. Donc, ça veut dire, ici, ça représente l'input 1. Ici, ça représente l'input 2. Donc, il faut utiliser l'input 1 qui est moins cher, relativement, qui est relativement moins cher. D'accord? Ça va? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Il y a des choses qui sont pas claires ou est-ce que tout le monde a compris? Du coup, voilà, la bonne réponse ici, c'était la réponse bleue. Et donc, celui qui a retrouvé, je pense, la réponse bleue doit être le gagnant. Donc, en 3, on a Antoine. En 2, Élodie. Et en 1, Arthur. Bravo. Alors, on continue, on reprend le cours. Je vais faire un nouveau partage. Voilà. Donc, on s'était arrêté dans cette section 3. Dans cette section 3 de ce chapitre 3, on recherche donc les combinaisons d'inputs qui permettent de maximiser les coûts.
mais dans le cas donc de technologies particulières. Il y a donc deux technologies particulières, les substituts parfaits et les compléments parfaits. Donc, on commence par les substituts parfaits, c'est ce qu'on faisait là, ce qu'on a fait là avec le caout. Donc, on a une fonction de production qui est linéaire hein, lorsqu'on a affaire à des substituts parfaits. Ici, vous avez donc la forme générale avec des coefficients A et B. Ces coefficients A et B sont bien entendu positifs hein, et supérieurs à 0. Mais ils peuvent prendre n'importe quelle valeur. Ça nous donne donc des isoquantes qui sont des droites décroissantes. Et on avait expliqué la dernière fois qu'effectivement, il n'y avait pas de raison qu'on trouve des droites d'isocoup et une isocante qui est exactement la même pente, sauf hasard. Hein. A priori, hein, il n'y a pas de raison d'avoir l'égalité entre la pente de la droite d'isocoup, qui est le rapport des prix des inputs, et la pente de l'isocante, qui nous vient là de la technologie. Donc, la conclusion, et on s'était arrêté là-dessus, donc, c'est que les inputs, lorsqu'on a des inputs parfaitement substituables, alors l'entreprise va chercher à utiliser celui qui est relativement moins cher. Et donc, il faut comparer non pas P1 et P2, comme on l'a vu dans l'exemple avec Kahoot. Ce qu'il faut comparer, c'est P1 sur A et P2 sur B. Donc, dans le cas, qui est le cas opposé à celui qu'on avait, dans le cas où on a P1 sur A et qui est supérieur à P2 sur B, alors ça veut dire hein, qu'il ne faut pas utiliser l'input 1, ça veut dire que l'input 1 est relativement plus cher que l'input 2, et donc on va utiliser seulement, vous le voyez, de l'input 2. Et on va en utiliser une quantité Y sur B. Pourquoi? Parce que, donc, rappelez-vous la fonction de production. La fonction de production, c'est donc AX1 plus BX2. Si on a X1 qui est nul, parce qu'on est dans ce cas-là, hein, parce que l'input 1 est relativement plus cher, on va utiliser que de l'input 2. Et donc, on va utiliser que de l'input 2 pour produire une certaine quantité Y. Donc, on va poser hein, AX1 plus BX2 égale Y, et avec AX1 qui est égal à 0. Donc, on trouve X2 égale Y sur B. Ce que vous avez ici. D'accord? Donc, on compare hein, les prix. La première chose à faire lorsqu'on est face à des substituts parfaits, c'est de comparer les prix relatifs, les prix P1 sur A et P2 sur B. Celui donc qui est le moins cher, ici, c'est donc l'input 2, hein, qui est relativement moins cher. L'input 2 est moins cher, donc on ne va pas du tout utiliser d'input 1 et on va utiliser que de l'input 2. On va utiliser que de l'input 2 de sorte à produire Y. Donc, on va en utiliser Y sur B. On pourra alors en déduire le coût minimum de production. Alors, le coût de production, vous vous rappelez, c'est P1 X1 plus P2 X2. On a X1 qui est égal à 0, donc ça nous donne 0, plus la X2 qui est égal à Y sur B, P2 fois Y sur B. C'est bien ce que vous avez ici. D'accord? Bon, là, c'est écrit différemment. Là, on l'a écrit
ce qui revient au même, hein. Écrit comme ça. Donc, lorsqu'on a affaire à des substituts parfaits et que l'input 1 est relativement plus cher que l'input 2, alors on n'utilise pas d'input 1, on n'utilise que de l'input 2, de sorte à produire Y. Et le coût minimum qu'on peut en déduire, hein, le coût minimum, c'est cette équation, enfin l'équation de coût, c'est ça. Et là, donc, quand on va choisir x1 égale 0 et x2 égale y sur b, alors on sait qu'on va atteindre effectivement le coût minimum. Et le coût minimum, donc, c'est celui-là. Enfin, le sentier d'expansion. Le sentier d'expansion. Donc, on va représenter à nouveau ce qui se passe. Donc là, on a nos isocantes. Et nos droites d'isocoup. Pour chaque isocante, on peut trouver une droite d'isocoup. Hein, ici, j'ai pris donc, vous le voyez, là, vous voyez que la pente P1 sur P2, elle est supérieure. Donc là, c'est la droite d'isocoup. Elle est supérieure à la pente de l'isocante. Hein, ça, c'est l'isocante. C'est la pente de l'isocante. Là, c'est la pente de la droite d'isocoup. Hein, vous voyez que graphiquement, on a ceci. Et donc, hein, on peut en déduire. On peut réécrire cette inégalité comme P1 sur A qui est supérieur à P2 sur B. Hein. Je vais passer A ici et P2 de l'autre côté et j'obtiens cette inégalité. Donc, on est bien dans ce cas-là. Hein, il y a deux manières d'exprimer les choses. Soit on regarde le prix relatif à la technologie, soit on compare les pentes des droites. Hein, si la pente de la droite d'isocoup est supérieure à la pente de l'isocante, alors on est dans ce cas-là. Et inversement, on est dans l'autre cas. Hein, donc, il y a deux manières, il y a vraiment deux manières de savoir s'il faut utiliser seulement de l'input 1 ou seulement de l'input 2. Soit on compare les prix relatifs, P1 sur A à P2 sur B, soit on compare les pentes des droites, droite d'isocoup, droite d'isocante. La pente si la pente de la droite d'isocoup est plus élevée, alors ça veut dire qu'on ne consomme donc que de l'input 2. Enfin, qu'on ne consomme, qu'on utilise pour produire que de l'input 2. Et donc, vous voyez que mon sentier d'expansion, il se trouve ici. Hein, en vert, là, j'ai mon sentier d'expansion. Il y a une coupure, non? Avec, non. Tout le monde est là? On a perdu la salle, on dirait. Alina, on a perdu la salle, je crois. Bon, de toute façon, je pense que c'est l'heure. Non, c'est pas encore l'heure de la pause. On l'a fait à 20. Peut-être la connexion n'est pas très bonne. Je vais attendre alors. Je vais attendre qu'il se reconnecte. Je vais mettre en... Tu as des questions, Alina? Tu as des questions? Maintenant, non. D'accord.
J'essaie d'écrire à Royou. Ah, il y a Arthur qui est là. Oui, Il y a un problème avec la connexion. Ah, c'est bon. On avait vu hein, que vous étiez déconnecté, donc on n'a pas continué. Ok, donc on peut reprendre et terminer sur ce point. Donc, le sentier d'expansion, dans ce cas-là, vous avez les droites d'Isoku qui ont une pente donc plus forte que les isocantes. Et donc, hein, dans un cas où effectivement l'input 1 est relativement plus cher que l'input 2, alors on va utiliser que de l'input 2 et on se trouve sur l'axe des ordonnées, hein, sur cet axe-là, qui a pour équation x1 égale 0, hein, puisqu'effectivement, on est au point où x1 est égal à 0. Donc, on est sur cette droite-là. Je vais effacer. Deuxième cas de figure. Et le deuxième cas de figure, bah, c'est le cas opposé. Hein. Donc là, ce serait le cas où, au contraire, on a P1 sur A qui est plus petit que P2 sur B. Donc, effectivement, bah, dans ce cas-là, c'est vraiment exactement l'inverse. Hein. Vous voyez, ici, on ne va pas du tout utiliser d'input 2. On va juste utiliser de l'input 1. Hein. Donc, pour produire Y avec uniquement de l'input 1, on va avoir AX1 plus 0 égale Y. Et donc, X1 qui est égal à Y sur A. Hein, donc, c'est vraiment la même idée. On a X2 qui est égal à 0 et X1 qui est égal à Y sur A. De fait, le coût minimum ce que ça va coûter donc d'utiliser X1 qui est égal à Y sur A, c'est donc P1 fois Y sur A plus 0. Donc, c'est bien ce qu'on a trouvé ici. Hein, c'est bien égal à P1 sur A fois Y. Et le sentier d'expansion, là, bah, c'est l'axe des abscisses, hein, bien entendu. Là, on est dans l'autre cas. On est donc dans un cas où on a des pentes pour la droite d'Isoku qui sont plus faibles. Et donc, on voit bien que la droite d'Isoku la plus basse possible, elle coupe l'isocante au niveau de l'axe des abscisses. D'accord? Et donc, ici, hein, on a le sentier d'expansion qui va passer par l'axe des abscisses et donc qui a pour équation x2 égale 0 cette fois-ci. Hein, ça, c'est notre sentier d'expansion. Donc, vous voyez que notre sentier d'expansion, hein, il va se situer sur l'un des axes. Là, ça va être une droite soit verticale, soit horizontale. Donc, voilà la forme que va prendre le sentier d'expansion dans le cas particulier des substituts parfaits. On peut en déduire la forme générale du coût minimum.
Et la forme générale, eh bien, vous voyez, on va pouvoir simplifier et l'écrire de cette façon-là, comme étant, alors ça doit vous rappeler la formulation qu'on avait utilisée pour la fonction de production des compléments parfaits. Mais attention ici, hein, c'est vraiment pas pareil. Ici, on a, alors ce qui n'est pas pareil, hein, c'est bon, c'est la fonction min, mais ici, on l'utilise pour la fonction de coût des substituts parfaits. Hein, donc, dans le cas des substituts parfaits, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on compare, hein, on compare P1A à P2B, hein, on compare P1 sur A à P2 sur B, et donc, on va choisir de produire avec l'input, hein, dont le prix relatif est le plus petit et le minimum. Donc, si le min entre P1 sur A et P2 sur B, eh bien, c'est P1 sur A, alors vous voyez que le coût minimum associé, ce sera P1 sur A, Y. Et si le min, ce n'est pas P1 sur A, mais c'est P2 sur B, alors on va produire P2 sur B, Y. Exactement ce qu'il y a ici. Hein, donc, ici, ce que ça veut dire, c'est que si P1 sur A est supérieur à P2 sur B, alors on va avoir le coût qui est égal à P2 sur B, Y. D'accord? Et si c'est l'inverse, alors on va avoir C qui est égal à P1 sur A, Y. Donc, on prend le min des deux et on multiplie par Y pour avoir le coût. On va faire la pause. C'est l'heure, hein, c'est ça? Je pense que c'est ça. On fait 5 minutes? Royon, on termine à quelle heure? Il faut terminer à quelle heure? Alors, 17h05, c'est, je sais pas, 9h05? 05? 17h05? Ok, 17h05. d'accord. Voilà. Oui, chez moi, il est 10h20, donc 10h23, donc ce sera 11h05 pour moi. 11h05, d'accord, ok. À tout de suite. À tout de suite. Donc, pour conclure sur les substituts parfaits, on va regarder un exemple graphique. On va regarder un exemple graphique. Là, j'ai pris une situation où un petit peu justement différente de celle que j'avais prise dans les autres cas, où j'avais eu tendance à prendre une technologie substitut parfait au taux de 1 pour 1 et avec un des deux prix qui était plus grand que l'autre. Là, on fait l'inverse. On prend les deux prix identiques. Donc, du coup, j'ai vous voyez des droites d'Isoku en bleu là, qui ont une pente de -1, hein, puisqu'on voit que ça passe par 3, 3, là, 4,5, 4,5. Enfin, voilà, on a une pente de -1 ici pour les droites d'Isoku. Et on a placé donc une isocante de niveau Y bar, sachant qu'on a A égale 1 et B égale 0,5. Donc, ça veut dire qu'on a la fonction de production x1 plus 1 demi de x2. Et on veut produire donc y bar égale 1. Donc, ce qui fait qu'on va tomber sur cette isocante-là. Hein, on va avoir donc x2 qui est égal à -2 x1 plus 2. Hein, cette équation-là, je l'ai trouvée juste en utilisant A et B qui sont là. J'ai écrit la fonction de production correspondante qui est égale donc à y bar. Et ensuite, donc, je retrouve l'équation de l'isocante en réarrangeant mon équation ici. Donc, je trouve cette équation-là en noir. En bleu, on a les droites d'Isoku. Et les droites d'Isoku, là aussi, il faut
retrouver donc leur équation. On connaît l'équation de la droite d'Isoku. Donc, on a le rapport des prix, c'est moins P1 sur P2. Donc, ici, c'est moins 1 sur 1, X1, plus C sur P2. Mais là, P2 est égal à 1. Hein, donc, du coup, on a cette équation-là hein, pour les droites d'Isoku, qui correspondent donc à des niveaux de coûts différents. Donc, la droite d'Isoku minimum, effectivement, sachant qu'on cherche à produire Y égale 1, ça va donc être celle qui est en rouge ici. Hein. Ici, si on compare donc P1 sur A à P2 sur B, ici, on a P1 sur A qui est égal donc à 1 sur 1. Et on a P2 sur B qui est égal à 1 sur 0,5. Donc, c'est égal à 2. Donc, ça veut dire effectivement que P1 sur A est inférieur à P2 sur B. Et on le voit graphiquement, hein, que la droite d'Isoku la plus basse possible, qui passe par cette isocante en noir, hein, c'est celle là qui va donc trouver la combinaison optimale sur l'axe des abscisses. Hein. Donc, l'input 1 est relativement moins cher. Donc, on va utiliser Y sur A unité de X1, c'est-à-dire 1. 1 divisé par 1, ça fait 1. Et pas d'input 2. Et le coût associé, qui est donc P1 sur A fois Y, eh ben, P1 sur A, c'est 1 fois 1, ça fait encore 1. Donc, on est sur la droite d'Isoku de niveau 1. Et notre sentier, donc ça, c'est pour le graphique de gauche. Hein, donc là, on vient d'expliquer ce graphique. Et pour maintenant, le graphique de droite, ici à droite, on a mis d'autres isocantes de niveau 2, 3, 4, ici en noir, hein, en plus de celle de niveau 1. Et ici, comme on est toujours, hein, les prix n'ont pas changé, on est toujours dans le cas où P1 sur A est inférieur à P2 sur B. Et donc, on sait dans ce cas-là que le sentier d'expansion se trouve sur l'axe des abscisses. Hein, et donc, on voit bien que les combinaisons d'input optimales, elles se situent ici sur l'axe des abscisses. Donc, voilà pour la représentation graphique avec un exemple concret. Je vérifie. Voilà, je vérifie, j'étais bien en train d'enregistrer. OK. Donc, la suite. La suite, maintenant, c'est les compléments parfaits. Alors, avec les compléments parfaits, on a la fonction de production qui est de type min 1 sur A x1, 1 sur B x2. Hein, donc, ça, c'est la manière dont on a dit que s'écrivaient les fonctions de production lorsqu'on utilise des inputs compléments parfaits. Dans ce cas-là, hein, lorsqu'on a des compléments parfaits, et on sait qu'il faut combiner A unité de x1 avec B unité de x2 pour obtenir un niveau d'input Y. Hein, si j'utilise un homme et un ordinateur comme des compléments parfaits, hein, il me faut, donc là, ça veut dire que j'ai A et B qui sont égaux à 1. Hein, je combine un homme et un ordinateur pour produire une unité d'output. Et, ou sinon, hein, si j'ai un homme et deux quantités de matériel, hein, une tablette et un ordinateur. Hein, pour travailler, il a besoin de même 2 ordinateurs. Hein. Moi, vous voyez, j'ai toujours deux ordinateurs. Donc, on pourrait dire aussi qu'on utilise toujours un homme avec 2 ordinateurs pour produire une unité d'output. Hein. Et si j'ai qu'un ordinateur alors que je dois en utiliser 2, bah, ça veut dire que je ne vais pas
produire une unité d'output, mais je vais produire que la moitié. Hein. Je pourrais faire que une demi-unité d'output si je n'ai pas les deux ordinateurs. Donc, on est toujours hein, dans l'idée de rechercher le coût minimum, hein, la combinaison d'input qui nous permet de minimiser les coûts. Et donc, on recherche hein, là, graphiquement. Alors, est-ce que graphiquement, vous vous rappelez de la forme des isocantes lorsqu'on a affaire à des compléments parfaits? Est-ce que vous vous en rappelez? Est-ce que quelqu'un sait la forme des isocantes lorsqu'on a des compléments parfaits? Quelle est la forme des isocantes? L'allure? Donc ça, c'est ce qu'on a vu maintenant il y a un petit moment, hein, au début du cours, plus ou moins, je pense qu'on a abordé peut-être au deuxième cours, on avait dû voir ça. Personne? Je pense. La forme L. Oui, c'est ça, très bien. Qui est-ce qui a répondu? Noémie a répondu. Oui, c'est ça, Noémie. C'est ça, c'est effectivement des isocantes qui sont en forme de L. Très bien. Donc, ça correspond hein, à cette fonction min. Hein. Par exemple, si je prends le cas le plus simple où j'ai donc on va dire A et B qui sont égaux à 1. Donc, j'utilise une unité de chaque pour produire. D'accord? Là, j'utilise 2. En fait, le coin hein, se situe au point où les deux donc, sont bien combinés. Hein, là, je combine 1 et 1, donc j'arrive à produire 1. Mais vous voyez que si j'ai plus d'un input, mais pas plus de l'autre, je n'arrive pas à augmenter ma production. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on a des formes en L ici. Et pour sauter hein, d'une isocante à l'autre, pour passer d'une isocante à l'autre, alors hein, il faut que j'augmente les deux en même temps dans les mêmes proportions. Et là, donc, on augmente effectivement le niveau de production. Donc, dans ce graphique, là, bah, le problème est toujours le même, c'est-à-dire que, alors, on va en représenter qu'une seule, hein, puisque, en gros, l'idée, c'est qu'on cherche, par exemple, à atteindre cette isocante-là, de niveau Y, hein, on cherche à l'atteindre, on veut produire Y bar, et on va représenter, comme d'habitude, nos droites d'isocoup, sur ce graphique. Hein, donc, il en existe une infinité. Et on recherche la droite d'isocoup la plus basse possible. Bon, ben, sans surprise, la solution, elle va se situer au coude ici. Et puis, c'est quelque chose dont on peut se douter. Hein. Évidemment, lorsqu'on cherche à minimiser les coûts, on ne va pas aller acheter, là, par exemple, 2 inputs X2 alors qu'on n'achète qu'un input X1, puisque le deuxième input X1 ici ne servira à rien. Donc, on va systématiquement, et donc forcément, on aurait un coût qui serait plus élevé ici, hein, si on se situe, alors je vais mettre en orange ici, si je regarde cette combinaison d'input-là, de 1 ici, elle n'est pas optimale. Hein. Ça, ce n'est pas optimal. On le voit, on passe par une droite d'isocoup qui est plus élevée que celle-ci. Alors qu'en vert, hein, avec un 1, avec un 1, là, on a une combinaison optimale, puisqu'on a le coût le plus bas possible. On se situe au coin de l'isocante. D'accord? Là, on ne gaspille pas d'input. On utilise complètement les deux inputs. Alors que quand on se situe ailleurs sur l'isocante, on va acheter
plus d'input qu'il ne faudrait et qu'on ne pourra pas utiliser. Donc, on va gaspiller, on ne va pas utiliser tous les inputs à leur pleine capacité. Donc, on perd de l'argent, ça nous coûte et ce n'est pas ce qu'on recherche. Donc, la combinaison optimale se situe forcément au coude de l'isocante, au niveau du coin. Tout autre point entraînerait le gaspillage. C'est ce que je vous expliquais. Tout autre point en dehors du coude entraînerait un gaspillage. Donc, comme pour les substituts parfaits, l'égalité entre le TMST et le rapport de prix, ici, ne permet plus de déterminer la solution optimale. Puisque lorsqu'on a affaire à des compléments parfaits, avec des compléments parfaits, le TMST, lui, il est nul. On ne peut pas substituer des inputs lorsqu'on a affaire à des compléments parfaits. Justement, par définition, les inputs entre eux ne sont pas du tout substituables puisqu'ils sont complémentaires. Donc, mon travailleur et mon ordinateur, je ne peux pas les substituer. C'est l'un et l'autre en même temps. Et donc, j'ai un TMST qui est nul dans ce cas-là. Et si mon TMST est nul, c'est qu'effectivement, il ne peut pas être égal au rapport des prix des inputs. Puisque mon rapport avec ma droite d'Isoku, je vais avoir un rapport P1 sur P2, évidemment, qui va être supérieur à 0. Donc, à nouveau, je n'ai plus l'égalité entre le TMST et le rapport des prix. Quand je représente ici mon isocante, le TMST, c'est la pente de l'isocante en un point. Donc, effectivement, quand je suis ici, que je prends la pente, je suis à 0. Quand je suis ici, c'est pareil. La pente, elle est nulle ici. Donc, je ne pourrai jamais égaler le TMST avec le rapport des prix. Alors, dans le cas donc, des compléments parfaits, on va pouvoir écrire le coût minimum ici de cette manière. Ici, on va avoir donc les fonctions de demande qui s'écrivent ainsi. Je vous rappelle, j'aurais écrit la fonction de production. Donc ici, on va vraiment utiliser les deux inputs pour produire. Donc lorsqu'on cherche à produire un certain niveau Y bar, on va utiliser la quantité ici qui nous permet AY pour X1 et la quantité BY pour X2, de sorte, vous voyez, à bien tomber sur Y. Si X1 égale AY et X2 égale BY, vous voyez que ici, on a bien le min entre Y et Y, c'est bien Y. D'accord? Donc, nos résultats, c'est d'utiliser, mais ça, on le savait, on n'a pas besoin de voir la fonction de production. On sait qu'il faut combiner A unité de X1 avec B unité de X2. Donc, là, on a donc les quantités optimales. Et utiliser AY X1, ça va nous coûter
P1, hein, c'est au prix P1, l'input 1. Donc, on va multiplier par P1 et on va tomber sur la fonction de coût. Après, on a toujours la fonction de coût qui est celle-ci. Donc, si je remplace maintenant par les valeurs, j'obtiens P1 à Y plus P2 BY. Et donc, vous voyez que je peux mettre ici le Y en facteur. Et j'ai A P1 plus B P2. Donc, qui correspond à ce que vous avez là. Donc, ici, voilà, dans le cas des compléments parfaits, voilà, c'est pas très compliqué, hein. Il suffit de multiplier par le coefficient A pour l'input 1 et par le coefficient B pour l'input 2, la quantité d'output désirée et on obtient la quantité optimale. Et donc ensuite, on en déduit la fonction de coût minimum. Le sentier d'expansion. Alors, le sentier d'expansion, lui, donc il est notre sentier d'expansion. Donc là, pour représenter le sentier d'expansion, il faut que je représente plusieurs niveaux d'isocante. Et on l'a dit, on va avoir donc les combinaisons optimales qui sont systématiquement au niveau du coude de l'isocante. Et du coup, notre sentier d'expansion, bien entendu, il va passer par l'ensemble de ces coudes. D'accord. Et pour connaître précisément en fait l'équation, on peut connaître précisément, c'est tout simplement, vous voyez, le rapport des coefficients. Et donc l'équation nous est donnée ici par x2 qui est égal à b sur a x1. Donc, on peut, en prenant un exemple graphique tout à l'heure, vous allez voir, dehors du cas où on a tout qui est égal à 1 pour A, B, P1, P2, vous allez voir ce que ça donne. Mais en tout cas, voilà, on a une forme générale pour l'équation du sentier d'expansion. Donc, ce sera à nouveau, comme pour la fonction de production Cobb-Douglas, on va retomber sur une droite croissante ici. Donc, ce que ça signifie, c'est qu'on a donc toujours, notre sentier d'expansion est toujours une droite croissante ici, pour les compléments parfaits. Voilà. Rappelons-nous qu'on est dans le cas des compléments parfaits. Donc, dans le cas des compléments parfaits, le sentier d'expansion sera toujours représenté par une droite croissante, comme c'était le cas avec la fonction de production Cobb-Douglas. Alors, une remarque ici, c'est que donc, la combinaison d'inputs optimale qu'on a trouvée et le sentier d'expansion qu'on a trouvé, eh bien, vous pouvez voir qu'ils ne dépendent pas du tout des prix des inputs. À aucun moment, dans le choix optimal, ne va intervenir le prix. Et ça, c'est bien la première fois que ça arrive, parce que même dans le cas des compléments parfaits, alors le prix n'intervient pas non plus dans le sentier d'expansion ou de les fonctions de demande, mais le prix, il intervient en amont puisqu'on compare en fait P1A et P2B. Donc, les prix interviennent dans les substituts parfaits. Dans le cas convexe, les prix apparaissent, si j'y reviens, dans le cas voilà, donc dans le cas convexe, vous voyez que les prix interviennent
dans X1 étoile et X2 étoile. Et ils interviennent aussi dans le sentier d'expansion. Ici, dans le sentier d'expansion, lorsqu'on a affaire à une coque Douglas, les prix interviennent également dans le sentier d'expansion. Or, ici, dans le cas des compléments parfaits, je reviens où j'étais, dans le cas des compléments parfaits, en revanche, les prix n'interviennent pas ni là, ni là. Pourquoi? C'est pour éviter le gaspillage d'input, parce que dans le cas des compléments parfaits, en fait, peu importe les prix en vigueur, il faut toujours utiliser les inputs dans la même proportion. Donc, même si on a deux compléments parfaits et un qui est vraiment très peu cher et un qui est très, 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 très cher, on ne va jamais essayer d'utiliser plus celui qui est moins cher par rapport à celui qui est cher. On ne peut pas faire ça. Il faut toujours les utiliser dans la même proportion qui nous est donnée par la technologie. Et c'est bien ça qu'il faut respecter, et ça, quel que soit le prix des inputs. Encore une fois, même s'il y a un prix très, très cher par rapport à l'autre, tant pis, ça veut dire qu'on va en utiliser moins peut-être de chacun, mais on ne va pas changer la proportion. On va toujours utiliser les inputs dans la proportion qui nous permet de respecter la contrainte technologique. Donc, en exemple, là, j'ai repris donc, un exemple comme j'avais fait pour les substituts parfaits. Donc ici, on a A et B qui sont égaux à 1/2. Donc ça veut dire que vous avez la fonction qui est la suivante. Je vais la faire. Donc ça nous indique qu'on a la fonction suivante. On a 1 sur 0,5, donc c'est 2. 2x1, 2x2. Ici, c'est la fonction de production qu'on a ici. Donc, il faut toujours utiliser 2 input 1 avec 2 input 2 pour produire une unité d'output. C'est ce que signifie cette fonction de production. Pour produire une unité d'output, il faut toujours utiliser 2 input 1 avec 2 input 2. Donc ici, ça correspond à cette isocante, cette fonction de production. Elle correspond lorsque je cherche à produire y égale 1. D'accord? Là, quand j'égalise à 1, d'accord? Eh bien, donc, je vais utiliser, ici pour produire 1, vous le voyez, 1/2 x1 avec 1/2 x2. C'est bien ce qui est représenté ici. Quand j'ai cette fonction de production-là, pour produire 1, donc, je vais utiliser, alors, il faut que au moins un des deux soit à 1/2, vous voyez. Et si les deux sont à 1/2, eh bien, je me situe ici au niveau du coude. Donc là, en noir, je peux représenter cette fonction de production-là. On sait donc que la solution se trouve au niveau du coude de l'isocante. Et puis donc en rouge, on a représenté, en rouge et en bleu d'ailleurs, rouge et en bleu, on a représenté les droites d'isocoup qui, donc on a les prix qui sont égaux à 1. Donc on a les droites qui ont cette équation-là. Et donc, ici, lorsque j'utilise effectivement 1/2 de chaque, eh bien, je vais avoir le coût le plus faible possible. Donc, c'est bien ce qu'on retrouve ici avec le calcul. Dans le cas des compléments parfaits, quand on a x1 étoile, on a x1 étoile qui est égal à AY. Ici, on a donc 0,5 fois 1. x2 qui est égal à BY, c'est bien 0,5 fois 1 aussi. Et le coût minimum, là, donc on utilise 0,5 fois le prix qui est égal de chacun qui est égal à 1.
Donc, on multiplie par 1, donc là, ça ne va rien changer. Donc, on a ici 0,5 plus 0,5 qui est égal à 1. On va être sur la droite d'isocoup qui correspond à un coût de 1. C'est bien ce qu'on retrouve ici. Vous voyez, quand on remplace ici x1 et x2 par 1,5, on trouve bien que C est égal à 1 ici. Donc, on est bien sur cette droite d'isocoup là où on a grand C qui est égal à 1, donc plutôt petit c qui est égal à 1. Et sur le graphique de droite, là, on a mis d'autres isocantes qui représentent des niveaux d'output plus élevés, plus grands. Et comme on l'avait dit, le sentier d'expansion passe par l'ensemble des coudes. Et on avait dit que la forme générale du sentier d'expansion, c'était x2 égale b sur a x1. Et ici, comme on a a et b qui sont identiques, effectivement, qui sont égaux à 0,5, ça nous fait bien x2 égale x1. Et donc, on est sur la bisectrice du graphique, ici, pour le sentier d'expansion, puisque tous les coudes de nos isocantes, pardon, tous les coudes, ils passent par, disons que x1, c'est ça, par x1 égale x2. Ils ont toujours la même valeur et c'est logique, puisque là, on utilise une fonction de production où il faut toujours combiner x1 et x2 dans les mêmes proportions. Voilà, donc je pense que les compléments parfaits, c'est peut-être plus facile que les substituts parfaits, parce que à l'évidence, ce qui compte, c'est de se situer au niveau du coude de l'isocante. Alors, j'attire votre attention sur un point qui est la fonction de coût minimum. Donc, attention à ne pas confondre la technologie complément parfait. On va l'exprimer à travers une fonction de production min, mais la fonction de coût minimum correspondante, ça va être une fonction additive. Et c'est exactement l'opposé avec les substituts parfaits. Avec les substituts parfaits, au contraire, on a... Donc, je fais les substituts parfaits. Donc, dans les substituts parfaits, on a une fonction de production qui est additive et on a une fonction de coût minimum qui est la fonction min. Donc, attention à bien faire la distinction. Donc, substitut parfait, complément parfait. Donc là, la fonction de production, elle est additive. Additive. Là, la fonction de production, c'est une fonction min. Et là, la fonction de coût minimum, là, c'est une fonction min, alors qu'ici, la fonction de coût minimum, c'est une fonction additive. Donc, attention à ne pas confondre. Je reviens au slide. Voilà, il ne nous reste plus que la section 4. Je vais commencer, donc il nous reste 5 minutes. C'est assez rapide, c'est assez rapide ici. Et vous avez tout qui est expliqué dans le manuel, les lectures que je vous ai demandé de faire. En fait, dans le manuel, on met en évidence qu'il y a une distinction à faire entre des inputs fixes et des inputs quasi fixes. Les
inputs fixes, donc ils vont donc être liés à des coûts fixes. Un coût fixe, c'est un coût qui ne dépend pas du volume de production et donc qui sont toujours supportés, hein, que l'entreprise, elle décide de produire ou pas. Par exemple, moi, j'ai décidé d'aller sur le marché pour vendre de la nourriture. Eh bien, je vais payer mon emplacement sur le marché et le prix que je paye, hein, pour pouvoir vendre sur le marché, c'est pas du tout lié aux ventes que je vais faire. D'accord? Donc, on dit que là, on a affaire à un input qui est fixe. Donc, il y a plein d'exemples, hein, quand je vais construire un bâtiment, quand je vais acheter des machines, quand je vais faire de la recherche et développement. Tout ça, ce sont des coûts qui ne dépendent pas du tout de ce que je vais produire. Et puis après, on a des coûts qui peuvent être, parmi ces coûts fixes, en fait, il y a des coûts qui peuvent être qualifiés de quasi fixes. Ils sont quasi fixes parce que, comme les coûts fixes, ils ne dépendent pas du volume de production, mais eux, contrairement aux coûts fixes, eux, ils peuvent être évités si on ne produit pas du tout. Par exemple, justement, l'exemple que j'ai pris sur le marché. En fait, je vais payer mon emplacement sur le marché quand je veux vendre uniquement les jours où je désire y aller. Donc ça, en fait, ce n'est pas un input fixe. C'est un input qui est quasi fixe. Un input fixe, j'aurai à le payer que j'aille au marché ou non. Donc ça, c'est le cas de mon restaurant. Par exemple, j'ai un restaurant et je paye un loyer. Même si pendant un mois, je pars en vacances, eh bien, je ne peux pas arrêter de payer mon loyer, hein. Même si je n'ouvre pas mon restaurant, je paye quand même mon loyer. Alors que l'emplacement sur le marché, je peux très bien dire, les jours où je ne vais pas travailler, je n'ai pas à payer l'emplacement sur le marché. Donc, c'est ça la différence, hein. Donc ici, tout ce qui est contrat, voilà, d'emplacement, hein, je paye un emplacement à la journée uniquement si je travaille. Ou par exemple, tout ce qui concerne la consommation d'électricité ou la consommation de fuel, de pétrole. C'est-à-dire que dans mon restaurant, quand j'ouvre mon restaurant, eh bien, je vais payer la consommation d'électricité uniquement quand mon restaurant il est ouvert. Et je vais payer toujours à peu près la même chose quand je suis ouvert de 8 h du matin à 8 h du soir, même à minuit. Je suis toujours ouvert sur la même amplitude horaire et donc je vais toujours avoir à payer le même montant d'électricité. Par contre, les jours où je ferme, eh bien là, j'ai plus à payer la consommation d'électricité puisque je n'en consomme pas les jours où c'est fermé. D'accord? Donc là, on aurait aussi affaire à un input qui est quasi fixe. Donc un input qui est quasi fixe, c'est son coût n'est pas lié au volume de production, mais il ne sera pas payé si je ne produis pas du tout. Alors que le coût fixe, il est payé quoi qu'il arrive. Et enfin, la dernière distinction, hein, c'est la distinction entre des coûts irrécupérables et des coûts récupérables. La plupart des coûts sont irrécupérables. La plupart des coûts sont perdus. C'est tout quand je paye par exemple des salaires, quand je paye des loyers, eh bien, je ne peux pas récupérer l'argent qui est des salaires ou des loyers. En revanche, il y a d'autres coûts qui peuvent être en partie récupérables. C'est par exemple le cas d'input de type capital. Lorsque j'achète un bâtiment, lorsque j'achète un local pour mon restaurant, lorsque j'achète une voiture pour travailler, eh bien, ce sont des biens que je peux revendre ensuite sur un marché d'occasion. Et donc, ce sont des coûts qui sont dits en partie récupérables parce que ce sont des coûts, hein, ce sont des inputs que l'on peut revendre. Donc, le coût de ces inputs est en partie récupérable.
Alors qu'il y en a d'autres, comme les loyers, hein, qui sont complètement irrécupérables. Hein, quand j'ai payé un salarié, je ne vais pas aller lui prendre son argent que je vais payer. C'est fini. Mon coût est irrécupérable. Voilà. Je finis pile à l'heure. Croyou. C'est fini pour aujourd'hui. Et j'ai fini le chapitre 3. Donc, on se retrouve la semaine prochaine en direct et je pense que je commencerai par vous faire quelques petits exercices sur ce qu'on a vu jusqu'à présent. Oui, Arthur? Il y avait une question? Oui. Non, Ok, je pense pas. d'accord. Donc, on se revoit. Donc, c'est pas un contrôle, mais quand on se verra jeudi, j'essaierai hein, de reprendre tous les éléments qu'on a vus, donc essayer de réviser un petit peu tout ce qu'on a vu jusqu'à présent et on essaiera de travailler. Je vous ferai travailler sur un contrôle que les étudiants en France ont eu justement sur ces chapitres-là. Voilà. Très bien, bien. Je pense que c'est bien. Ok. Voilà. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.